Bonsoir à tous ou à tous. Voici des façons inclusives ou neutres de vous saluer. On va les explorer ensemble ce soir, ces formes d'inclusivité dans le langage et dans l'écriture, car le français évolue, du moins dans ses usages, et de nombreuses personnes s'investissent pour remodeler la langue pour tous les genres et pour dépasser l'hégémonie du masculin, cette règle qu'on a appris à l'école, et par conséquent le patriarcat, car le combat du langage et de l'écriture inclusive et politique. Bienvenue dans Autrement, l'émission bruxelloise destinée à tous, quel que soit votre genre. On accueille ce soir Laura Conan, bonsoir. Vous êtes étudiante à l'ERG et vous participez à la collective, aux travaux de la collective Bye Bye Binary. Expliquez-nous en deux mots que fait cette collective. Cette collective s'oriente vers le dessin de glyphes inclusifs. Par rapport aux typographies. Des typographies. La glyphe, ça reprend plusieurs lettres pour en faire une. C'est comme le OE de cœur, c'est ça? Oui, c'est vraiment une fusion en fait, des lettres et essayer de trouver des dessins qui vont au-delà du point médian qui est encore assez binaire. Donc des personnes ne s'y retrouvent pas forcément dedans. Et c'est vraiment une solution qui est plus inclusive. Parce qu'il y a l'écriture inclusive, le point médian que vous connaissez, le fait de faire le doublet je vais vous présenter en disant téléspectateurs, téléspectatrices, mais ça ne reprend pas forcément les personnes non binaires. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Donc c'est pour ça que ce genre de typographie et de réflexion en tout cas sont créés. En face de vous, Enzo Le Garec, bonsoir. Vous êtes étudiant en France, vous venez de faire un stage ici à Bruxelles et vous avez créé une autre collective, ça s'appelle Club Maed, à destination des écoles d'art. Expliquez-nous. Oui, alors je l'ai pas créé tout seul, on est une dizaine dedans. Et en fait, c'est parti d'une charte d'équité pour une école d'art plus inclusive qui a été écrite et publiée par les Cyber Sisters, donc qui est un club féministe intersectionnel des Beaux-Arts de Lyon. Et dans cette charte, il y a un point, en fait, une proposition sur le langage. Et donc en 2020, on a décidé de s'en emparer pour rédiger un guide et proposer différentes alternatives justement au masculin hégémonique dans le langage. Et voilà. Vous êtes une personne que vous considérez comme non-binaire aussi, et vous aurez l'occasion de nous expliquer justement en quoi vous n'êtes pas inclus dans certaines formes de langage. Caroline Datt, bonsoir. Vous êtes professeuse, comment vous le définissez? Enseignante. Donc c'est une forme neutre justement qui a été créée par la collective Bye Bye Binary dont vous faites partie. Expliquez-nous cette forme-là où on remplace le ANT par un ANL pour représenter tous les genres en fait. Oui, ça vient d'un document qu'on a créé qui s'appelle l'Acadam, qui est une proposition de conversion de suffixes genrés de façon binaire en une proposition non binaire qui proviennent des expérimentations du pronom all de Clara Pacotte, qui est une autrice de science-fiction, qui avait fait des premiers essais avec le pronom all et on l'a décliné sur tout un ensemble de suffixes et de pronoms. Et en effet, pour enseignant, enseignante, on propose enseignant, comme pour citoyen, citoyenne, on va proposer citoyole, par exemple. Voilà, la richesse de la langue française qui s'élargit encore avec de nouveaux mots et de nouvelles formes d'expression. Alors, pour resituer un peu pour les personnes qui ne suivent pas forcément l'écriture inclusive. Donc, l'écriture inclusive, on la connaît souvent avec le point médian. Il, elle, il y a aussi ce qu'on appelle la contraction, on va dire yel pour un pronom neutre, pour représenter à la fois une personne féminine ou masculine, ou les deux. Donc ce yel peut aussi, pour certaines personnes, être un pronom non genré qui inclut les deux aspects, la fluidité du genre. Et puis il y a le all que vous proposez vous dans votre collective. Il y a aussi le al par exemple dans les travaux de Alferat, qui est une sociologue, une linguiste de la Sorbonne, c'est bien ça, qui propose aussi tout un langage neutre. Oui, alors Alferat est linguiste donc à la Sorbonne et Al a publié la grammaire du français inclusif où Al propose en fait toute une série de suffixes neutres pour remplacer les suffixes genrés du français. Donc c'est souvent du AOZ, du AOX, des choses comme ça. On verra des exemples, ils vont s'afficher dans le guide que vous avez proposé justement. Et on accueille la dernière personne avec nous, Renaud Mas, bonsoir. Vous allez nous apporter une lecture un peu plus générale de comment cette écriture et ces langages inclusifs sont
accepté ou pas dans notre société. On sait que c'est difficile. Vous êtes sociologue à Saint-Louis, à l'ULB. Vous êtes aussi rédacteur en chef de la revue Nouvelle. Donc, vous avez des choses à dire là-dessus. En un mot, dans les écoles dans les universités dans lesquelles vous enseignez, est-ce que l'écriture inclusive est considérée déjà ? Elle commence à s'imposer par l'usage qu'en ont les étudiantes et les étudiants. Et je pense que c'est ça qui est intéressant en fait avec ces inventions qu'on est en train de faire, cette manipulation du langage, cette transformation du langage, c'est qu'elle s'impose par l'usage. Et c'est comme ça qu'en fait la langue évolue de manière générale. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui on a vraiment là quelque chose qui est en train de bouger et qui dépasse les institutions. Et puis progressivement les institutions vont suivre. Donc voilà, mais pour l'instant la ligne officielle est évidemment celle d'un regard un peu distant et un peu inquiet. Il y a ces regards, il y a des propositions. Là, on n'est pas là pour en parler, pour faire le pour ou contre. On a décidé de parler d'écriture et de langage inclusif avant qu'il y ait des propositions de loi pour interdire ce langage. Ce sont des combats. Je vous vois rire, mais c'est vrai que en Belgique, le débat ne prend pas énormément sur ces questions-là. En France, c'est plus compliqué, Caroline. Il y a eu des vrais... Je pense que oui, on a tous entendu plus ou moins parler de la circulaire Blanquer qui a interdit du coup l'écriture inclusive en s'attachant principalement quand même à l'usage du point médian. Je pense que c'est ça quand même qui crispe pas mal de monde, y compris l'Académie française et autres. Ils préconisent toujours l'usage du doublet, ce genre de choses. Et voilà, les voir apparaître comme circulaire. On voit aussi des mouvements contradictoires. Il y a un syndicat d'enseignants qui s'est mobilisé pour contrer cette circulaire et avoir de la résistance par rapport à ça et de ne pas l'appliquer. Donc on voit que c'est pas aussi simple que ça et ça peut pas non plus être imposé par un pouvoir central parce que comme vous le disiez, c'est les usages qui vont faire ce qui va rester dans le temps. Et c'est déjà le cas pour plein d'autres trucs dans le langage, ne l'oublions pas, il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent chaque année, de nouvelles expressions, de nouvelles manières de nommer. En fait, le français a toujours évolué, les autres langues aussi d'ailleurs. Alors, attachons-nous un peu à votre guide, celui de votre collectif, vous n'êtes pas le seul, la seule. Donc, on a 3 pages, c'est assez, on va le voir en image, il va apparaître sur votre écran. Donc vous introduisez mes chers, pourquoi pas, faire un peu d'humour. Le mini-guide du langage inclusif en école d'art et ailleurs, c'était vraiment destiné aux écoles d'art, mais ça peut fonctionner pour plein d'institutions. Donc si ça vous intéresse pour votre entreprise, pour votre ASBL ou n'importe quoi, allez le découvrir. Et puis vous proposez différentes formes de langage en reprenant celles dont on a déjà énoncé. Il y a l'épicène. Alors c'est quoi l'épicène ? Alors l'épicène, c'est des mots qui existent qui sont déjà dans la langue française, qui existent et qui a priori ne sont pas genrés. Donc par exemple, ça peut être direction. On peut parler de la direction au lieu de parler du directeur ou de la directrice, de l'administration, etc. Voilà, c'est souvent en fait des mots qui se réfèrent aussi à une forme de collectif. Ou ce qui est assez intéressant aussi, en fait, dans le sens où finalement une personne n'est jamais seule à mener sa mission, dans le cas d'une direction par exemple. Oui, ou même quand on parle des étudiants, des étudiantes. Mais ouais. C'est un exemple qui revient assez souvent, l'exemple des étudiants, on va dire les étudiants. Justement, dans vos propositions, vous proposez des solutions pour contrer ces utilisations qui peuvent parfois exclure d'autres genres. Comment ça se passe ? Ça se passe plutôt bien. Ça a plutôt bien pris, notamment le TOOS a plutôt bien pris à l'école. C'est vrai que donc TOOS, c'est pour dire tous et toutes. Et là, c'est une solution neutre proposée par Alferat. Et ça a plutôt bien pris. Voilà. Alors, par exemple, vous, dans votre collectif, ce que vous avez décidé de mettre en avant dans votre forme de langage neutre, c'est plutôt un tools avec ce S, et puis ce L, et puis ce S.
c'est la preuve qu'il peut y avoir plein de formes. On en est où? C'est quoi l'idée? De créer un truc figé ou d'avoir plein de propositions Non, justement, on a décidé de ne pas décider. Donc, quand vous dites vous avez décidé, on a fait en effet cette grille de conversion qui s'appelle l'Acadam pour avoir un outil, mais on en a beaucoup d'autres et on en utilise d'autres, dont le guide du Club Maed. Et donc, on a vraiment décidé d'accueillir la pluralité des propositions, la pluralité des pronoms, pour justement permettre de ne pas reproduire en fait des oppressions de normes et de normativité. Oui, c'est vrai que dans le guide, c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'en fait, on propose plusieurs expérimentations, plusieurs propositions. Et ça ne doit pas être rigide et souvent, en fait, on conseille que le choix de langage se fasse en fonction du contexte et de la position d'énonciation de la personne et que ce soit adapté, en fait, aussi. Il y a une introduction de Sam Boursier dans son livre qui est hyper intéressante sur justement la position d'énonciation. Donc Sam Boursier, tout au long de l'ouvrage, va utiliser différentes formes de langage inclusif et en fonction, pour ne pas invisibiliser des dominations ou autres, va utiliser le langage inclusif ou pas. Voilà, on peut se poser par exemple la question pour le mot colonisateur. Est-ce que ça vaut la peine de le féminiser, par exemple? C'est une question. Mais c'est ce que vous expliquez aussi dans le guide, que le langage inclusif peut être aussi utilisé en fonction du contexte, et qu'en fonction du contexte à qui on doit s'adresser, on peut varier notre langage. C'est là qu'on peut réfléchir tiens, le point médian serait peut-être plus intéressant ici, telle forme féminine ou masculine serait peut-être plus intéressante. Mais c'est ce qu'on explique ici avec les colonisateurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut une richesse. Bah oui, puis c'est aussi prendre conscience que le langage est politique et que quand on parle, quand on écrit, on fait passer aussi une position, un message. Et en fait, on peut s'approprier ça et avoir conscience de ce que ça dit et essayer de le changer aussi. On voit votre guide version internet maintenant qui défile, donc le guide du club Maed, et avec ses références à Alferat qui a proposé cette forme de langage neutre, mais il y en a d'autres aussi. Et puis ici un exemple qu'on peut pointer avec la carte étudiante, et vous proposez de la nommer carte étudiante plutôt que de dire carte d'étudiant. Oui. Donc ça, c'est une proposition, par exemple, avec vraiment problème, solution. Ouais, là, c'était vraiment spécifique en fait au contexte des Beaux-Arts de Lyon. On a pointé en fait plein de choses qui n'allaient pas, parce qu'en fait, on les vivait au quotidien. Et pour des personnes non binaires ou autres, c'est de la violence en fait finalement qu'on vivait au quotidien. Et c'était important pour nous de se faire aussi entendre auprès de la direction et de pointer précisément ce qui devait changer et de proposer aussi des changements. À quel moment ça fait mal le langage et puis ça veut dire quelque chose et ça reproduit une domination. Laura, vous, cette règle, est-ce que vous l'avez aussi apprise à l'école, parce que vous êtes les deux plus jeunes ici sur le plateau, le masculin l'emporte, c'est comme ça que vous l'avez oui. vous l'a enseigné? Oui, depuis que je suis toute petite, oui. oui, et c'est vraiment en arrivant à l'ERG et en rencontrant Caroline et en faisant le workshop en 2018 à l'ERG que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ces questions-là et à vraiment l'intégrer dans ma pratique et de l'écrit dans la vie de tous les jours et dans ma pratique de typographe aussi. Oui. Renaud Omas, c'est encore enseigné dans les écoles. Est-ce que c'est encore cette manière-là qu'on va le prononcer? Évidemment, on a encore des vieilles règles qui sont toujours d'application. Quand vous disiez tout à l'heure que le débat français c'était pas importé en Belgique, il sait comment importer en Belgique. On a vu une ministre qui a réduit d'ailleurs de manière parfois un petit peu limite la question du point médian. On a vu des députés maires tenter d'interdire l'écriture inclusive. Oui, il y a eu cette tentative. Je pense qu'il y a un point de crispation là et l'institution scolaire est, en tant qu'institution, plutôt conservatrice. Après, il y a des pratiques d'enseignants
qui déborde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on voit qu'il y a un changement de société qui est en train de se produire. Les rapports de force sont en train de bouger. Les vieilles institutions sont un peu dépassées par ces rapports de force et elles ont deux choix en fait, soit elles évoluent et elles s'ouvrent, soit elles rigidifient la langue et la langue va se faire dépasser. C'est ce qu'on a eu à plein de moments dans l'histoire. Je veux dire, quand les universitaires ont décidé d'utiliser le latin comme langue finie pour parler entre eux, à un moment, ils ne savaient plus décrire les relations amoureuses ou les technologies. Et donc, le français s'est imposé naturellement dans l'enseignement à Paris ou l'allemand dans l'enseignement à Berlin. Pourquoi ? Parce que c'était des langues qui arrivaient à décrire les faits sociaux et l'évolution de la société. Et je pense que c'est ça l'enjeu ici. Donc, même s'il y a des rigidités, à un moment, les choses vont évoluer. Et c'est pour ça que dans cette émission, on a envie de présenter les personnes qui vont de l'avant, qui vont autrement pour justement s'adapter à l'usage, aux réalités actuelles. Alors, Caroline, sur l'aspect typographique, parce que c'est vraiment ça aussi l'objectif de votre collectif, Bye Bye Binary, vous proposez vraiment de nouvelles recherches. Ces glyphes, on va les voir à l'image. Et quelle est l'idée actuellement ? Ici, on voit par exemple le X et le SE pour Camille et Paresseux. Comment vous le prononceriez par exemple ? Camille Paresseux. Oui, vous l'avez très bien prononcé. Voilà. En soi, tout le monde se pose toujours la question de comment ça se prononce, mais il suffit d'essayer. Voilà, et souvent ça marche. Se lancer, souvent ça marche. Donc là, à l'écran, on a une version du Times... Ah, ça a changé. Mais oui, du Times New Roman et puis là, du Baskerville, qui sont deux typographies en fait de labeur. Donc on a montré à l'écran précédemment des expériences un peu plus peut-être farfelues ou étranges, mais on a aussi toute une recherche sur vraiment le texte courant de labeur pour l'implémenter dans des textes plus longs, de romans académiques ou autres. Et là, il y a vraiment une étude de lisibilité qui serait importante de mener, parce que souvent, on reproche aux expérimentations, ou même au point médian, d'être pas lisible, alors que c'est un argument qui n'est fondé sur aucune étude en cours. Et donc, voilà, nous, on a réfléchi à la question, et ça demande évidemment de l'énergie du travail. Il faudrait 300 entretiens semi-directifs pour pouvoir mener à bien cette étude, mais c'est tout à fait faisable, et les bases de cette étude ont déjà été écrites et sont disponibles en ligne. Et donc, on s'intéresse à ça, mais aussi aux formes hybrides un peu plus particulières, à l'illisibilité, vraiment à l'hybridation. Enfin, c'est vraiment important qu'on accueille toutes les formes, en fait. Laura, quand vous travaillez là-dessus, qu'est-ce que vous devez avoir en tête, justement, pour créer des typographies dites inclusives ? Qu'est-ce qu'on a... Ouais. C'est vraiment particulier selon les typographies en question. Parce qu'il y en a qu'on va reprendre, donc par exemple la Baskerville qui vient de la Baskerville, et là il faut un peu s'adapter à la typographie qu'on a déjà, qu'on n'a pas forcément dessinée nous-mêmes. Mais après, quand il en vient à un dessin typographique sur lequel on a vraiment travaillé de zéro, dans mon cas, j'essaie vraiment de penser maintenant depuis le début comment les glyphes pourraient exister avec les lettres présentes dans la typographie. Avec toute la complexité de pouvoir genrer tout le monde, en fait, dans une petite forme, dans un dessin, finalement, dans une formule. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, tout ce que vous voyez là, les images sont à retrouver sur vos sites, Caroline, Laura, sur Club Maed aussi. Donc, il y a moyen de découvrir toutes ces formes d'inclusivité. Et c'est important de dire que c'est pas nouveau, on va quand même le citer, Caroline, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont présenté une forme d'écriture inclusive développée par un étudiant théseux suisse. Votre combat, c'était aussi de rappeler qu'il y a plein d'autres personnes qui le font depuis plusieurs années. Il y a eu un petit problème médiatique. Je pense à un journaliste qui n'a pas fait son travail, de simplement regarder ses sources et avant d'appeler quelqu'un un nouveau Gutenberg ou de dire qu'il y a une nouveauté, c'est juste de vérifier que c'est le cas. Et donc ça n'a pas été fait. Et donc il y a eu une prolifération de cet article annonçant Tristan Bartolini comme le nouveau Gutenberg, alors qu'il y a plein de gens, une quarantaine de personnes plus ou moins identifiables, qui gravitent autour de ces questions dans la francophonie en règle générale. Donc c'est vrai qu'on avait voulu mettre ça au point pour ne pas à nouveau invisibiliser les personnes aussi concernées et la diversité des personnes, des profils concernés qui travaillent sur ces questions depuis parfois plusieurs années. Voilà.
Et ça, c'est important. On dit quand même le nouveau Gutenberg, donc ça veut quand même dire qu'il y a un intérêt pour les typographies inclusives par ailleurs, que cet article a fonctionné, a tourné, donc ça veut dire que c'est une vraie question, au-delà du fait d'avoir invisibilisé les autres. C'est curieux, évidemment, et puis ça agit dans le langage et dans l'écriture que tout le monde utilise tous les jours, donc ça concerne tout le monde en fait, et donc de se dire, ah oui, ça pourrait être le futur de la typographie, pourrait être ce genre de caractère, ben oui, ça suscite énormément de curiosité, d'intérêt. Après, il y a aussi toujours cette idée de la figure isolée du génie, et c'est en ça que le nouveau Gutenberg, il n'y a rien à faire, les médias aiment avoir quelqu'un d'incarné, une figure pour pouvoir, voilà. Il faut le rappeler, ça peut être complètement dangereux pour tout le reste et pour toutes celles et ceux qui y travaillent. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Déjà, il y a encore un outil que je voulais pointer qui a été créé en collaboration par Caroline et par Enzo ici. Ça s'appelle le Bingo et c'est ici en version papier. Vous allez le voir aussi en version site internet tout de suite sur ces images. Voilà, on peut gratter à des questions et on obtient des réponses à des arguments, à des questions qu'on a très souvent quand on défend ou on essaye de parler au moins de l'écriture inclusive. C'est trop politiser la langue, le masculin est neutre, c'est l'une des réflexions qu'on peut recevoir par exemple, et là vous répondez non, ce n'est pas le non-binaire qui est neutre, si c'était neutre, le masculin n'existerait pas. C'est une des réponses et puis vous commentez, vous argumentez. On a aussi souvent cette question de la lisibilité en disant que cette écriture va nuire aux enfants qui sont par exemple dyslexiques ou disent quelque chose. Qu'est-ce que vous leur répondez là, Caroline ? Eh ben, que tout reste à faire. Comme on le disait tout à l'heure, il n'y a aucune étude de lisibilité qui prouve cela. Et d'ailleurs, c'est un argument qui est souvent récupéré en fait, par des personnes qui ne sont pas souvent concernées. C'est un argument qui arrive très rapidement. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le bingo. Ce n'est pas pour ça qu'on dénigre cet argument. Au contraire, il faut tenir compte des avis des personnes concernées par les troubles de la lecture et voir ce qui est possible de faire avec eux. Mais il faut toujours voir quelle est la position d'énonciation des personnes qui font cette remarque. Parce que ça peut parfois venir simplement de détracteurs de l'écriture inclusive qui veulent saper les initiatives. Et donc, oui. On a quand même des arguments par rapport à d'autres langues qui ont incorporé des genres neutres. L'évolution, par exemple, du suédois. Là, il y a des études en Suède qui montrent que les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage, le fait d'avoir un genre neutre qui se généralise a facilité leur apprentissage de la langue. Donc, en fait, ça peut être aussi un accélérateur de l'apprentissage parce que c'est un genre qui manque le genre neutre dans certaines désignations. Donc, en fait, cet argument, il est très fallacieux. C'est ça, et le genre neutre, justement, c'est une particularité en français, on n'en a pas, enfin, c'est le masculin, et donc ça, c'est important de rappeler. Encore peut-être un élément qu'on peut rappeler, je suis trop attaché à la langue française, c'est ce qu'on va pouvoir entendre, elle évolue, Enzo, la langue française, c'est ça que vous répondez aussi. Oui, c'est vrai qu'elle évolue, il faut se la réapproprier, elle est riche, il y a plein d'anciennes formes qui ont été... mises de côté par l'académie, plein de règles de grammaire qui ont été mises de côté au fil des siècles et en fait qui sont hyper intéressantes et ouais en fait il faut juste l'apprendre, c'est un outil. Ouais. Par exemple, l'accord de proximité, pour ne citer que lui, donc au lieu d'accorder toujours au masculin, s'il y a du masculin et du féminin, accorder avec la dernière personne citée, si c'est une femme, on accordera au féminin. Ça peut être une des solutions envisagées, une des possibilités. Mais donc voilà, cette émission prouve la richesse que peut avoir les recherches et tous vos travaux sur l'écriture et le langage inclusif. Merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, c'est sûrement l'usage qui va finalement créer la règle. Merci pour vos expérimentations. Ça se retrouve évidemment sur Internet. Bye Bye Binary, Club Maed, et puis la revue Nouvelle aussi, qui explore de temps en temps ces questions. Je vous invite aussi à lire les travaux de la linguiste Laurence Rosier, qui aurait dû être avec nous, mais qui malheureusement n'a pas pu l'être. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.